Bonjour à tous, bienvenue dans cette session aujourd'hui, consacrée aux bases légales, donc dans le RGPD, dans le Règlement général sur la protection des données. Nous sommes aujourd'hui focalisés sur une des bases légales qui est la sauvegarde des intérêts vitaux, sauvegarde des intérêts vitaux. Alors, cette session fait partie d'un groupe de sessions que nous animons, sur l'ensemble des bases légales du RGPD. Donc il y en a 6 et donc nous traitons ici cette troisième base légale qui est pas du tout dans l'ordre des dispositions du RGPD, mais en tout cas, c'est la troisième avant d'attaquer celles qui seront, traitées ultérieurement. Pour me présenter, je suis moi Jérôme Demerset, je suis cofondateur de Dastra. Donc, Dastra, c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, qui est je vais y venir juste après, hein, qui est une solution donc logicielle pour, la conformité au RGPD notamment. Voilà, je suis moi-même juriste de formation, ancien juriste aussi au service des contrôles de la CNIL et puis j'ai aussi fait un peu de conseil entre-temps. Donc voilà, j'essaie de parler de choses que je connais. Parfois ça m'arrive de ne pas parler, mais là au moins j'ai on va voir d'ailleurs que la sauvegarde des intérêts vitaux, c'est quand même pas si évident. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que Dastra? Dastra, c'est une plateforme en ligne SaaS qui vous permet de piloter toutes les obligations du RGPD, pratiquement toutes les obligations, si ce n'est toutes, donc à travers, cette interface simple et collaborative et unique et en particulier, vous voyez, qui va, vous offrir un certain nombre de modules, de fonctionnalités qui vous permettent travailler sur votre conformité. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un des modules par ces bases légales qui est la partie sur le registre des traitements. Pourquoi? Parce que, une base légale, ça fonde un traitement de données à caractère personnel. Ces traitements, on doit les inscrire dans un registre et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi, à cette question-là. Une des bonnes pratiques, c'est aussi d'inscrire dans son registre des traitements les bases légales. C'est aussi pour ça qu'on fait ces sessions de webinaire sur les bases légales. Ce que je vous propose, de manière très, classique dans cette session, c'est 3 points globalement. Première chose, de quoi on parle? On va un peu aller un peu dans le détail des différentes conditions, de l'application de cette, base légale et puis on essaiera d'évoquer, entre autres, des exemples évidemment, et puis quelques points d'attention qu'on peut soulever, sur cette base légale. Alors peut-être juste en guise de brève introduction, j'aimerais juste vous solliciter, peut-être juste par le chat. Est-ce que parmi vous, vous avez dans votre registre déjà des traitements pour lesquels vous avez identifié cette base légale de la sauvegarde des intérêts vitaux? Je suis assez curieux de savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup? Voilà, alors on a un oui quand même. Ouais, OK. Donc jamais effectivement. Heu, OK, alors voilà, alors effectivement, on a dans un hôpital, tout à fait, pour beaucoup. Voilà. Alors l'idée, c'est évidemment d'aller regarder de quoi on va parler, heu, mais heu mais c'est très aussi intéressant d'avoir aussi, de confronter aussi à votre propre pratique. Parce que je vois que, il y a certaines personnes parmi vous qui ont, beaucoup mobilisé cette base légale. Alors peut-être que parfois, vont me dire: «Mais oui, mais par rapport à ce que je dis, c'est pas tout à fait cohérent ou pas?» Bon, on peut en parler, je pense que ça peut être l'occasion d'en discuter à travers, les questions du chat, directement. Alors, si on attaque dans le vif du sujet, de quoi parle-t-on pour cette base légale de la sauvegarde des intérêts vitaux? Alors, la première chose, c'est que, on l'a dit, ça fait partie des 6 bases légales mobilisables par le RGPD. Donc, elle est prévue dans son article 6, le 1 de l'article 6 au petit d. Elle est également prévue dans la loi informatique et liberté.
qui est aussi le pendant en France du RGPD sur un certain nombre de traitements, donc ou d'organismes qui ne seraient pas soumis directement au RGPD, parce que l'article 5.4. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une base légale, les sauvegardes des intérêts, vitaux, qui, on va le voir un peu plus tard dans les différentes conditions, c'est une base légale d'exception. C'est-à-dire que c'est une base légale, on voit qui est assez peu mobilisée parce qu'en pratique, il y a par définition, quand on de bon sens, on voit bien qu'elle touche à la sauvegarde d'intérêts vitaux, donc on voit bien que c'est pas quelque chose de très courant, et en plus de ça, la réglementation nous invite à, la considérer comme une base d'exception. Ensuite, c'est une base légale qui peut être aussi combinée avec d'autres bases légales telles que l'intérêt public et en fait, on voit que, effectivement là, dans les questions des hôpitaux, par exemple, dans les questions des des des, de cette sauvegarde de la vie humaine, il y a un intérêt général fort aussi à sauvegarder la vie humaine. Donc le RGPD vient nous préciser dans son considérant 46 aussi cette précision-là, ce fait qu'on peut y avoir à la fois l'utilisation d'une base légale pour les traitements, pour certains traitements qui pour donc sur la sauvegarde des intérêts vitaux et puis aussi sur qui peuvent être à la fois aussi fondés sur l'intérêt public. Alors, parfois c'est un peu compliqué de comprendre, ces dispositions parce qu'on va se dire: «Mais moi j'avais compris qu'une finalité est égale à une base légale». On ne peut pas à la fois fonder un traitement, enfin en tout cas une finalité d'un traitement sur, 2 bases légales différentes, il faut faire un choix. Bah, on va considérer que finalement, selon le contexte, effectivement la base légale pourra être mobilisée différemment. On verra un peu plus dans le détail juste après. Alors, peut-être aussi, juste pour préciser, cette base légale, de quoi parle-t-on? C'est surtout qu'on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, je trouve et bon, quand j'étais enfin, de mon expérience, on voit beaucoup de clients aussi, même avec Destra ou même dans mon expérience passée, il n'y a pas eu énormément de cas où on a, évoqué cette question de la sauvegarde des intérêts vitaux. Heu et donc effectivement, il n'y a pas non plus énormément de documentation sur cette base légale. C'est assez pauvre, heu, c'est assez pauvre, mais c'est aussi, je pense, assez, souhaité que ce soit assez pauvre parce qu'on va voir que c'est une base légale qui est en fait strictement limitée. Donc il n'y a pas tellement besoin de s'étendre énormément. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas de contentieux majeurs sur l'utilisation de cette base légale. Il n'y a pas eu de documentation très, très fournie, autre que le rappel de texte, ou de documentation par les autorités de contrôle. Pour tout vous dire, hein, on a dû creuser un peu, hein, quand même pour, chercher les informations et donc voilà. C'est vraiment c'est quelque chose aussi à prendre en considération, pour dire que finalement cette base légale-là, Heu, ben, en fait, on ne doit pas forcément trop y penser, de prime abord, et qu'on va voir qu'elle peut rentrer uniquement dans un certain cadre, dans certaines conditions qui vont nous permettre de la mobiliser. Alors, bien évidemment, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat directement, pour que, on puisse, donc y répondre. Donc que je puisse y répondre. Alors, quelles sont les conditions qui s'appliquent à cette base légale? La première des conditions, qui est, évidente, c'est la question de la nécessité. C'est toujours la même chose, pour d'ailleurs pas toutes les bases légales, c'est il faut que le traitement des données soit nécessaire pour répondre à la sauvegarde d'un intérêt vital de la personne. C'est-à-dire que, si c'est pas absolument nécessaire, on ne peut pas le mobiliser cet intérêt-là. Cette condition de la nécessité, on la retrouve. C'est-à-dire que on va devoir, justifier du fait que sans ça, sans la sauvegarde de cet intérêt vital,
f je ces données-là, ne devraient pas être traitées. Donc on va toujours avoir cette question de l'objectivisation finalement, heu, de, heu cette base légale à travers la condition de la nécessité, qui est vraiment une condition chapeau, mais qui est, essentielle. Ensuite, on peut essayer d'identifier quelques autres conditions. La première de ces conditions, c'est de protéger des intérêts vitaux. Alors la question, c'est de quoi on parle? Quand on parle de protéger des intérêts vitaux, en fait, on va parler de la sauvegarde de la vie humaine. On va parler de la question de la vie ou de la mort. Faut partir de ce principe-là. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort, voilà, à plus ou moins forte échéance, plus ou moins long terme, mais en tout cas, il y a une question de la vie ou de la mort et qui fait que on va devoir protéger donc la vie de la personne et donc on doit devoir, par nécessité, mettre en place ce traitement des données pour protéger sa vie. C'est une question de vie ou de mort pour la personne concernée par le traitement des données, mais également pour une autre personne physique. Ça veut dire que, on peut avoir, heu effectivement la question de se poser, bah, j'ai une personne qui est en train de mourir ou qui est dans un état très grave et je vais, donc devoir traiter des informations et il est possible aussi que je doive traiter des informations concernant une autre personne. L'un des cas les plus fréquents, ça va être, par exemple, heu, de traiter les informations des parents quand la vie d'un enfant est en danger. Une personne est en danger de mort, on va aussi traiter donc les données relatives hem, à quelqu'un qui n'est pas forcément d'ailleurs la personne concernée. Alors je vois une question directement, les conditions sont-elles bien cumulatives? Effectivement, heu, on va être, là dans la définition finalement de la base légale, donc ça va être cumulatif. Troisième condition qu'on peut identifier, ça va être effectivement par rapport à ce caractère d'exception qui a été soulevé, qui est rappelé par les autorités de contrôle, dans leurs messages, dans leurs textes, par les lignes directrices, qui sont assez pauvres, hein, il n'y a pas plus de 10 lignes là-dessus, donc qui permettent quand même de se faire un avis. Eh bien et puis aussi par la réalité, hein, qui en fait, on voit qu'il y a assez peu de textes qui, mobilisent aussi cette base légale. La question par contre est de se dire: «On ne mobilise cette base légale que si on ne peut pas en mobiliser une autre». Ça veut dire que et elle est un peu liée à la quatrième condition que là, donc on peut toujours discuter celle-ci, mais qui est liée finalement un peu à ce degré d'urgence. C'est-à-dire que on va pouvoir imaginer que, le cas pratique, c'est que globalement, si la personne concernée, on peut traiter ces données sur la base, par exemple, du consentement, eh bien, il faut le faire. Si on ne peut pas le faire, le cas le plus simple, tout le monde l'a en tête, hein, si elle est inconsciente, eh bien, dans ce cas-là, s'il y a vraiment un besoin de traiter ces informations parce que là, sa vie, est en jeu et qu'on peut la sauver, et ben, dans ce cas-là, on va pouvoir, soulever cette base légale. Ça veut aussi dire que si on a fondé le traitement sur une autre base légale, par exemple le consentement, eh bien, on ne peut pas dire: «Ah bah non, il n'a pas consenti, il était conscient, il a dit: "Bah non"» et qu'on lui dit: «Bah, mais si quand même, parce que en fait, tout d'un coup, bah non, je fais plus le consentement, c'est la sauvegarde des intérêts vitaux». Eh ben non, on ne peut pas contourner finalement ce consentement, on ne peut pas concerner cette autre base légale par le fait de mobiliser celle-ci. C'est vraiment donc ce caractère d'exception, ce caractère de si on n'a pas vraiment le choix en fait. On n'a pas le choix et
il y a la sauvegarde de sa vie et donc on va devoir traiter les informations pour le sauver et on peut pas faire autrement. On peut pas lui demander son avis et puis on n'a pas une obligation légale, on n'a pas un intérêt public majeur et cetera à faire les autres choses et qui nous permettent de le faire, de manière, tout à fait licite. Et donc cette quatrième condition qu'on pourrait voilà, ce degré d'urgence finalement, c'est un peu, alors c'est pas vraiment une condition qui est très claire, hein, ça, je la soulève pour pouvoir justement mesurer ce degré, par rapport au caractère d'exception de la mobilisation de cette base légale. L'idée, c'est par contre de se dire: «Est-ce que quelque chose qui, heu est prévu peut être fondé sur cette base légale?» Là, clairement, les autorités, en tout cas la documentation qu'on a dessus, nous indique que non, et même le RGPD d'ailleurs. Si jamais quelque chose est prévu de longue date, on ne va pas mobiliser cette base légale. Il n'y a pas ce degré d'urgence. Quand on va dans un hôpital, et je pense qu'il y a des participants qui sont dans les hôpitaux qui ne me contrediront pas, quand on traite des informations à caractère médical, par exemple, pour sauver la vie humaine, ça peut être prévu aussi, hein. On est dans le cadre d'un traitement, donc contre un cancer, je ne sais pas, et ben, effectivement, là, on va pas se retrouver dans le caractère un peu d'urgence. Donc on va être dans un caractère totalement prévu et on va pouvoir ici mobiliser une autre base légale qui va être effectivement, soit l'intérêt public, soit les intérêts parfois même légitimes de la personne, du responsable de traitement à traiter les informations. Sous réserve de faire le test de la proportionnalité par rapport aussi, donc à la capacité de la personne à répondre. Donc on voit que finalement, je pense que le caractère d'urgence ici va être aussi celui qui va permettre de, déclencher l'utilisation de cette base légale. Et c'est un peu ce qui ressort dans les exemples qu'on retrouve. Souvent, c'est les questions de l'urgence vitale. Et on aurait pu voir, effectivement, et ça, les lignes directrices du G29, donc l'ancêtre du Comité européen de protection des données, nous indique bien qu'effectivement, il n'y a pas forcément cette précision de la question de l'urgence. Parce qu'il peut y avoir la nécessité d'utiliser les données, pour prévenir des épidémies, dans le cadre, finalement, un peu plus courant. Néanmoins, les autorités invitent à la prudence, invitent à bien justifier à ce moment-là du choix de cette base légale, invitent à finalement à se poser la question: «Est-ce qu'il n'y a pas d'autres bases légales mobilisables?» Voilà, donc finalement 4 grandes conditions qu'on pourrait relever. D'une part, protéger des intérêts vitaux, la question de la vie ou de la mort, et globalement, on n'est pas, voilà, c'est pas, c'est vraiment, une question de la vie ou de la mort. Ensuite, on traite des données concernant la personne concernée ou une autre personne physique. On est un peu comme dans les intérêts légitimes, hein, du RT ou d'un tiers. Que si on ne peut pas mobiliser une autre base légale. Et puis, on peut évoquer ce caractère un peu justement, voilà, jusqu'où on va pour ce caractère d'urgence. Alors on a effectivement une remarque, effectivement, voilà, cette base légale de manière trop générale et non dans des degrés d'urgence. Je pense que la question, on va le voir, c'est effectivement de se poser la question, heu, si c'est prévu, si c'est encadré dans un système, est-ce qu'il y a un degré d'urgence? Est-ce qu'il n'y a pas une autre base légale mobilisable? Par exemple, la mission d'intérêt public, par exemple, l'obligation légale de traiter, le dossier, médical, par exemple, des intérêts légitimes, par exemple, le consentement, qui sont aussi, mobilisables. Il faut voir aussi que cette base légale, elle n'est pas tellement dans l'intérêt de la personne, autre que sauver sa vie. Alors c'est peut-être d'ailleurs l'un des plus grands intérêts, qui est peut-être le plus important, mais en termes de droits et libertés, autres que le droit à la vie, eh ben, on ne lui pose pas beaucoup son choix. Quelqu'un qui a une maladie, et qui est qui peut être sur le point
dans un état très critique et qui va avoir, un secret médical très lourd, qui est porté, puis qui doit finalement être révélé, parce qu'il y a la question de la vie et de la mort et qui doit être révélé à d'autres personnes, pour pouvoir le sauver, on peut avoir des conséquences qui sont très importantes. La personne, elle voulait peut-être pas le sa peut-être que ça pas que ça se sache, y compris d'ailleurs peut-être dans sa famille, les antécédents médicaux de sa famille. Et vous voyez, ça, c'est des éléments qui, finalement, ont des conséquences importantes. Et donc parfois, dans un contexte de plus de respect de la vie privée, de respect aussi donc de la décision des personnes, si on peut poser la question à la personne, il vaut mieux lui poser la question et mobiliser une autre base légale. Alors j'ai quelques exemples après, mais ça pourrait être intéressant. Peut-être que là je vois, Victor Bisson qui pourrait partager aussi, quelques exemples s'il souhaite, si on est raccord. Alors, quelles limites pour la personne? Bon, très classique, hein, il n'y a pas de droit d'opposition. Généralement, on mobilise ce cas-là, et en tout cas, juridiquement, pas possible de s'y opposer. Pas non plus de droit à la portabilité des données, ça parce que de toute façon, ça ne s'applique que pour le contrat ou le consentement. Donc il n'y a pas de question, là-dessus. Alors, essayer de mobiliser quelques exemples pour évoquer ce sujet. Alors, souvent, l'un des bons exemples aussi qu'on nous donne et qui ressort là clairement du RGPD, de l'article 40, du considérant 46, c'est la gestion d'une épidémie ou d'une catastrophe humanitaire. Alors, on peut penser, alors ça a été écrit avant la crise du Covid, bien évidemment. Néanmoins, il y avait des épidémies aussi avant la crise du Covid. Et c'est un des exemples qui est mobilisé pour pouvoir utiliser cette base légale. Alors, épidémie, catastrophe humanitaire, on voit que dans quelle situation ça va véritablement se poser. Est-ce que cette base légale a été beaucoup mobilisée dans le cadre du Covid-19? Je ne suis pas certain. Et d'ailleurs, la CNIL, dans ses recommandations, ne nous indiquait pas de mobiliser la base légale des intérêts vitaux pour traiter des données. Donc, ces cas-là sont des cas, je dirais assez particuliers, heu où on va avoir, des situations, finalement un peu d'urgence aussi. Traiter une épidémie, parfois il peut y avoir, effectivement le caractère d'urgence, on l'a bien vu, mobiliser, tout de suite des traitements, de données pour, stopper, faire face à des éléments, dont on a besoin de réagir très vite. Et d'ailleurs, on le voit bien, une épidémie, une catastrophe, il y a un caractère d'urgence derrière. Si c'est prévu, ben, on n'est pas vraiment dans ce caractère d'urgence. Ensuite, on a un autre sujet, j'en ai parlé, c'est effectivement traiter les données des parents ou d'autres membres de la famille pour sauver la vie de leur enfant. Ça peut être un des cas qui peut être aussi mobilisé, dans ce cas-là. Et puis, celui qu'on voit très souvent ressortir, c'est effectivement une personne victime d'un accident, voilà, gravement blessée, inconsciente, et qui n'est pas en état de donner son consentement pour le traitement de ces données en vue de son traitement médical. Alors ça, c'est un exemple, je vous l'ai repris, qui provient notamment de l'autorité de contrôle anglaise, de l'autorité de contrôle belge. En France, ils n'ont pas donné d'exemple, mais globalement, c'est souvent aussi les exemples qui ressortent. Donc on voit que finalement, c'est cette question de l'urgence, et puis de l'incapacité finalement, à pouvoir, prendre une décision, porter un choix. Alors je vois justement là 2 autres exemples qu'on peut évoquer. Résidents ne peuvent pas donner leur nom, prénom. Nous demandons une photo d'identité conservée par des soins pour vérifier l'identité et la distribution des médicaments. Donc là, un peu de pharmacovigilance et effectivement aussi, en cas de disparition inquiétante, les intérêts vitaux sont en jeu, mais on ne peut pas parler d'urgence. Alors, encore une fois, c'est une question contextuelle. Le caractère de l'urgence, il est aussi très contextuel par rapport à la situation. Et c'est vrai, dans des EHPAD, les personnes, qui sont atteintes d'Alzheimer, ou qui ont des problèmes cognitifs peuvent tout à fait, donc ne pas forcément être en capacité de me prendre un choix
et donc il y a aussi une protection, il y a les questions des tutelles et cetera, ou effectivement, parfois aussi heu, s'échapper de la maison, pour se retrouver et potentiellement être en danger, si elles vont sur la route, et qu'elles sont un peu perdues, en tout cas de se retrouver là-dessus. Alors, il faudrait voir, heu, dans ce cas-là, quel est, le traitement qui est fait derrière. Donc, le dossier de soins, c'est aussi le dossier médical. Il est traité pour d'autres raisons. Le suivi médical de la personne par, dans le voilà, l'infirmier coordinateur, par le médecin, heu, le médecin coordinateur et cetera, qui va pouvoir, pouvoir piloter aussi le dossier médical. Moi, je suis pas sûr que ce soit la bonne base légale à mobiliser. Voilà. Autrement, alors il pourrait y avoir des cas d'extrême urgence où effectivement il y a besoin de traiter d'autres informations, et qui ne sont pas comme ça, qui ne sont pas ici dans le dossier médical et là j'imagine qu'on rentre vraiment plus dans le détail. Là malheureusement j'ai pas suffisamment de connaissances. Mais en tout cas, je pense qu'il faut toujours essayer de se focaliser sur cette question du contexte, finalement et de voir est-ce qu'on peut, pouvoir l'anticiper ou pas? Et voilà, hein, ce qu'on rappelle effectivement, dossier médical, par exemple, pour le coup, est complètement encadré, déjà, dans des processus, très, très larges. Hem, voilà, alors je vous laisse discuter. Ensuite, alors comment se passe le besoin de RGPD pour un secrétariat externalisé? Alors ça, c'est une autre question qui n'est pas forcément en lien avec la sauvegarde des intérêts vitaux, mais qui va être plutôt, en lien avec la gestion d'un cabinet médical. Et donc, je peux vous renvoyer là tout simplement au guide, très bien fait ou au référentiel de la CNIL, sur la gestion des cabinets médicaux, ou paramédicaux, qui évoque un certain nombre de sujets, notamment sur la question d'un secrétariat externalisé de la prise de rendez-vous. Vous avez aussi le très bon guide de l'Ordre national des médecins, qui a été fait avec la CNIL aussi, qui permet d'y répondre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand on mobilise cette base légale, on peut essayer aussi toujours de documenter son choix. Pourquoi est-ce que là, on considère que cette base légale est absolument nécessaire? Est-ce que ces questions-là, il y a de la vie humaine, il y a donc de sa sauvegarde, il y a, donc un peu un caractère d'urgence qui me pousse et je n'ai pas le choix, d'utiliser cette base légale. Donc moi, ce qu'on peut vous recommander à travers, ça, c'est effectivement d'aller documenter le choix. Ce choix, de cette base légale. Quelques points d'attention, finalement qu'on peut retenir, sur cette base légale. Déjà considérer que c'est une exception, par défaut. Heu, Toujours essayer de trouver une autre base légale et puis, vraiment essayer de si on justifie de cette base légale, considérer que la réglementation, les autorités de contrôle vont s'assurer que c'est dans un cadre très strictement limité, et que ça ne peut pas être quelque chose, qui est systémique. On peut penser au transfert, par exemple, le consentement pour, l'exception, pour, transférer des données en dehors de l'Union européenne, hors des cadres très classiques, eh bien, ça doit rester un caractère très exceptionnel. Le traitement, en vue d'un traitement médical planifié, ce que je disais, ne relève pas forcément du champ d'application de cette base. Si c'est planifié, vous pouvez mobiliser une autre base. Et pourquoi ça? Il faut aussi corréler le fait que la sauvegarde des intérêts vitaux, c'est traiter des données, mais quelles données? Généralement, on va traiter des données de santé. Et les données de santé, vous savez qu'elles sont interdites par défaut, et il y a également une exception qui est du même ordre, qui est la sauvegarde des intérêts vitaux pour traiter des données de santé. Donc on va se retrouver finalement dans le même cas. Toujours aussi se poser la question, bon, je mobilise ma base légale, alors souvent quand on a justifié du choix de sa base légale, on justifie du choix des données, puisqu'on va être sur les mêmes fondements, sur le même raisonnement derrière. Et puis, par contre, il faut toujours se dire, bah, voilà, si jamais j'ai une base légale de mon traitement, mais que j'ai des données de santé qui doivent être collectées, pourquoi je les collecte? Quelles mesures je relève pour, l'interdiction? Et cetera.
et puis toujours se dire qu'effectivement, hein, on ce que je voulais dire, c'est quand même très, très, très enfin, très grande majorité réservée au domaine de la santé, en fait, hein, ce système-là. Donc on va vraiment être, sur un sujet, qui est très spécifique, hein, la plupart du temps. Voilà quelques points d'attention que je voulais évoquer. Alors, je peux maintenant prendre quelques questions. Quelle base légale conseillez-vous pour le stockage, la sauvegarde et la réplication des données personnelles de santé provenant d'un groupement hospitalier? Nous sommes hébergeurs de données de santé. Eh bien, c'est une question qui revient au groupement hospitalier, je dirais, puisque c'est lui qui détermine le choix de sa base légale. Si vous êtes hébergeur, vous agissez en tant que sous-traitant et donc vous n'avez pas tellement le choix de la base légale à mobiliser. Donc là, pour le coup, ça revient à l'établissement et lui, dans ses activités courantes, va de toute façon devoir traiter des données. Pour ça, il fait appel à des hébergeurs parce qu'il n'a pas la capacité de le faire et donc c'est à lui que revient le choix de cette base légale. C'est en tout cas ce qu'on pourrait à première analyse, identifier. Voilà pour ce petit point. Il est midi. Voilà, on a tenu les temps. Je vous propose moi de m'arrêter là. Je Si vous avez encore quelques questions, on peut prendre quelques questions. Sinon, je vous propose, donc d'arrêter là, puis de vous retrouver pour la prochaine session qui a lieu je ne sais plus quand. Suivez bien donc, les newsletters ou l'actualité, pour pouvoir, visualiser le prochain qui aura lieu peut-être, je crois, sur le contrat, il me semble, ou les intérêts légitimes, à vérifier. Parfait. Et ben, écoutez, si pas de nouvelles questions, je vous propose de stopper. Alors, ouais, je vois juste